Je vous le disais, c'est dans ce contexte de fuite de données top secrètes sur la modernisation de l'arsenal nucléaire russe que la Biélorussie, alliée de Moscou, annonce que des missiles Oreshnik vont être déployés sur son territoire. Poutine passe désormais à l'acte après l'avoir annoncé en décembre dernier. Je pense que le déploiement de complexes tels que l'Oreshnik sur le territoire de la République du Bélarus est possible. Cela deviendra possible, je pense, au cours du deuxième semestre de l'année prochaine. Cédric, vous nous avez rejoint. Que sait-on sur ces missiles Oreshnik qui vont être déployés sur le territoire d'un allié de Poutine, la Biélorussie ? Ah oui, on a d'abord cette annonce d'un responsable biélorusse. Regardez, Alexandre Volfovitch, secrétaire d'État du Conseil de sécurité. Voici ce qu'il nous dit. D'ici la fin de l'année, je pense que la décision concernant le déploiement d'Oreshnik convenue par nos chefs d'État sera effective. Il ajoute que les emplacements en Biélorussie ont été finalisés. Les préparatifs, dit-il, se déroulent comme prévu. Eh bien, en décembre dernier, on vient de l'entendre, avec la signature de ce traité de paix entre Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, qui avait demandé à son homologue russe de lui fournir justement ces missiles Oreshnik, et il avait obtenu donc un premier engagement qui serait donc aujourd'hui sur le point de se concrétiser. Les services de renseignement ukrainiens, eux, sont quand même un petit peu plus dubitatifs. Ils n'y croient pas vraiment. Regardez ce que nous dit le chef du renseignement extérieur. Loukachenko affirme qu'ils auront Oreshnik d'ici la fin de l'année, mais cela ressemble à un vœu pieux. Fin de citation, Marie-Aline. Cédric, quel est l'enjeu autour de cette Oreshnik ? Pourquoi un tel intérêt des Biélorusses ? Alors, l'Oreshnik, je le rappelle, c'est le petit dernier, le nouveau-né des missiles russes, et il est entouré, il faut le dire, de pas mal de mystères, d'interrogations. Il est apparu, souvenez-vous, pour la première fois le 21 novembre dernier, lancé par la Russie sur l'Ukraine, sur la ville de Dnipro. Vous voyez d'ailleurs les images des impacts ou des impacts supposés à l'époque. Ce jour-là, aucun mort, seulement quelques dégâts matériels. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de charge explosive dans ces missiles. Mais les Russes, eux, entretiennent l'ambiguïté sur la capacité de ce missile à porter une charge nucléaire, d'où l'inquiétude de la communauté internationale. Écoutez comment Vladimir Poutine parlait de cette Oreshnik en décembre 2019 à la télévision. Il n'y a aucune chance d'abattre ces missiles. Et si les experts occidentaux pensent qu'Oreshnik peut être abattu, nous leur proposons, ainsi qu'aux pays comme les États-Unis qui les paient pour leurs analyses, de mener une sorte d'expérience technologique. Une expérience technologique de haut niveau, le duel technologique du XXIe siècle. Qu'ils choisissent un endroit, un bâtiment, disons à Kiev, qu'ils y concentrent toutes leurs forces de défense aérienne et de défense antimissile, et nous les frapperons avec Oreshnik. Et nous verrons ce qui se passe. Nous sommes prêts pour une telle expérience. Mais de leur côté, est-ce qu'ils sont prêts ? Voilà, mais ça, le ton menaçant de Vladimir Poutine avec ce missile Oreshnik, qui, je le rappelle, n'a été utilisé pour l'instant qu'une seule fois. Il serait encore à l'essai. Il y a beaucoup d'interrogations donc, et même de prudence sur ce missile. On a contacté un spécialiste aéronautique, Gaëtan Powys, qu'on connaît bien ici sur LCI. Et voici ce qu'il en dit. C'est un système utilisé une fois, réutilisé par la propagande, énormément commenté jusqu'ici donc en Europe, mais dont on ignore la capacité réel. À quoi va-t-il servir militairement ? Voilà ce point d'interrogation pour lui. La Biélorussie joue un petit peu le faire-valoir de son allié russe dans cette histoire en se montrant désireuse d'obtenir ce missile avec beaucoup d'inconnus encore autour de cette Oreshnik. Merci beaucoup Cédric pour ces informations. Général Richoux, je vous voyais réagir pendant cet exposé. Moi je me demande quel est l'intérêt pour Poutine et pour Loukachenko de voir ces armes déployées en Biélorussie. Alors d'abord, il y a un intérêt politique, c'est de montrer qu'ils sont au niveau politique, enfin au niveau technologiquement, et qu'ils font des armes invincibles. Ça, dans la grande compétition internationale, à l'heure où on doute des capacités russes, c'est pour montrer qu'ils sont vraiment, ils continuent à faire partir de la cour des grands. D'autre part, le déploiement d'Oreshnik 3 à 5 000 km, donc le mettre en Biélorussie, c'est absolument pas neutre. La Biélorussie
Biélorusse, on se rappelle qu'elle était censée déjà avoir accueilli de l'armement nucléaire tactique, mais il y a au moins 2 ans, dont on ne sait pas très bien ce qu'il est advenu. Mais si on déploie des missiles comme ça de moyenne portée en Bélarus, on continue la vassalisation en fait du Bélarus, clairement, qui va porter les missiles russes. Donc la Bélarus réintègre carrément le bloc ex-soviétique, le bloc russe, en portant l'armement nucléaire russe. Et troisièmement, il ne faut pas oublier que la portée de ces missiles ne menace pas les États-Unis. Donc on relance la question du découplage entre les États-Unis et l'Europe, c'est-à-dire il y a un message aux États-Unis, regardez, c'est un missile de portée intermédiaire, ça ne va pas jusque chez vous. Nous, notre adversaire, c'est véritablement l'Occident là, donc ne vous en mêlez pas. On retourne dans la problématique, la dialectique des SS-20 à la fin des années 70, début des années 80, c'est-à-dire les missiles sont à l'est, le Pacifique est à l'ouest, etc. Donc effectivement, il y a une volonté aussi, à mon avis, de découpler les intérêts des États-Unis, avec Donald Trump surtout en ce moment, et ceux des Européens. Alexandre Vautravers, vous qui êtes avec nous, colonel d'état-major général, qu'est-ce que ça change d'un point de vue militaire que ces missiles Oreshnik soient déployés en Biélorussie ? Bon, on peut effectivement lire cette situation et analyser cette situation à l'échelon stratégique, comme cela vient d'être fait très justement. Sur le plan opérationnel ou opératif, cela change beaucoup parce que jusqu'à maintenant, Kiev, la capitale ukrainienne, a dû essentiellement se protéger de tirs de missiles à longue portée en provenance d'une direction particulière. Et bien sûr, si on augmente le nombre de pas de tir et que l'on inclut la Biélorussie dans les sites pouvant lancer ce type de missile en direction de Kiev, eh bien on complique de manière très très importante, très significative le travail des défenseurs de la défense aérienne de la capitale ukrainienne. Qu'en pensez-vous, Christine Dugond-Clément, sur l'intérêt politique, militaire, stratégique de ces armes dont la portée ne menace pas les États-Unis, mais l'Europe ? Je souscris à ce qui a été dit, c'est à lire à plusieurs niveaux. On s'inscrit dans une politique et dans un effet de stupeur et d'effroi avec l'annonce d'armes qui sont, selon le cas, soit particulièrement destructrices, soit particulièrement difficiles à intercepter. Donc ça, c'est un discours que l'on connaît et que l'on a pu voir depuis assez longtemps. Le fait qu'on utilise la Biélorussie comme étant une plateforme, là on a parlé beaucoup d'être inféodé, pour moi c'est vraiment un petit peu à penser comme étant une plateforme par rapport aux Occidentaux. Ça fait écho à ce qu'on avait eu déjà en 2016, où on avait eu le déploiement d'Iskander qui avait été fait notamment dans l'exclave que vous voyez sur votre carte et qui avait été fait à grand bruit en expliquant qu'on avait aussi une capacité d'emport nucléaire et là encore c'était clairement les membres de l'Union européenne que l'on visait. Donc on est dans cette approche-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va mettre en place de la dissuasion pour des soutiens politiques. Donc on a ça au niveau de la relation internationale. On va essayer aussi d'avoir un effet sur les populations en disant attention, ce que l'on met en place est inarrêtable, donc on n'a pas de moyen de l'arrêter. Ça fait un écho avec ce que l'on retrouve sur l'usage et sur la menace du nucléaire. Or, si vous affaiblissez le soutien d'une population, d'une opinion publique, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile pour un État de maintenir une position sur laquelle il n'est pas tenu. Et puis, d'un point de vue, effectivement, ce qui a été dit sur le terrain, eh bien là, on a une possibilité de pouvoir frapper potentiellement plus au cœur de la capitale en défaisant les systèmes de protection. Alors, rappelons aussi que quand on est sur ce genre de matériel, on ne va pas le faire pour une cible d'intérêt modéré, parce qu'il y a quand même un coût au vecteur que vous allez faire. Donc, sorti d'envoyer un message potentiellement politique assez fort quand vous allez déployer, par exemple, sans tête explosive, donc juste pour avoir cette espèce de démonstration-là. Et on le fait à un moment où la position de la Russie quant à des potentielles des discussions sur un cessez-le-feu ou sur une paix est assez claire. On va vraiment dans toute cette ligne-là, dissuasion, renforcement de la posture et projection de puissance de la Russie, projection de puissance qui a quand même été fortement amoindrie, notamment parce que l'Ukraine résiste encore. Donc on a quand même toute cette approche-là. Et puis message sur la scène internationale.
Alors écoutons justement ce que dit le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Nous n'avons jamais été aussi proches d'une guerre nucléaire que ces derniers temps. Si quelqu'un utilise des armes contre nous, nous répondrons immédiatement. Nous ne tracerons aucune ligne. Nous ne sommes pas la Russie avec ses milliers et milliers de kilomètres. Là-bas, vous pouvez tracer des lignes et attendre, car la mer Russie ne sera pas envahie immédiatement. Mais le Bélarus, comme l'a montré la dernière guerre, a cessé d'exister en l'espace d'un mois. Cette fois-ci, ce sera encore plus rapide. Alors, aucune ligne. Aucune limite, aucune ligne rouge. Et quand il avait dit justement que le monde n'a jamais été aussi proche d'une guerre nucléaire, c'était aussi en réponse à Emmanuel Macron dès qu'il a émis l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine. Oui, alors, la déclaration, elle date d'il y a quand même plusieurs mois, presque un an à ce stade. Elle reste intéressante à plusieurs égards. D'abord, le personnage qui la prononce, Loukachenko, qui est proprement fascinant au sens négatif du terme, mais cette capacité qu'il a de godiller en permanence entre nous et Vladimir Poutine, et qui lui a permis de survivre pendant 3 décennies au pouvoir, et d'où aussi ce rôle que la Biélorussie, sous ses ordres, endosse, celui d'une sorte de consentement à la vassalisation, parce que j'imagine que dire non sur un sujet comme celui-là à Vladimir Poutine, c'est très compliqué, et donc il essaie de s'en emparer pour se donner une posture de renforcement. Donc on est toujours dans cette sémantique, ce champ lexical du signalement stratégique, en évoquant ces armes, ces lignes rouges, etc. C'est une manière de cultiver le champ de nos angoisses, puisque ça s'adresse à nous. Ça fonctionne jusqu'ici. Je veux dire, on est du côté américain encore en train de faire l'autopsie du moment Biden, des angoisses de Biden par rapport à la Troisième Guerre mondiale, par rapport à l'arme nucléaire, les conséquences que ça a eu sur Kherson, Kharkiv, etc. Attention simplement, et j'en termine par là, que ce soit pour les armes nucléaires tactiques, il n'y a pas de preuve formelle qu'elles aient effectivement été transférées sur le territoire de la Biélorussie. L'Oreshnik, et ça a été dit, mais il faut le redire. Il a dit en même temps, deuxième semestre 2025. Oui, mais alors, ils en ont... Ça se stocke pas comme ça. Hein. Voilà, ils en ont combien? Première inconnue. Deuxièmement, et le général Norlin le disait sur les silos, vous imaginez que le renseignement américain surveille quand même ça de près, déplacer un Oreshnik, je ne parle pas d'ogive nucléaire tactique, déplacer un Oreshnik, c'est quand même quelque chose. Mais il y a cette volonté de, encore une fois, être dans du signalement stratégique, de travailler les angoisses et de s'adresser, alors là, pour le coup, très explicitement et ça a été très bien dit, à nous les Européens, mais surtout, regardez à nouveau la carte, qui sont les pays, j'allais dire, limitrophes directement en contact avec la Biélorussie. Là, vous voyez qui va se sentir extrêmement concerné par ces annonces, parce qu'ils sont littéralement au premier rang, au premier plan. Quand on parle d'un monde qui pourrait être proche d'une guerre nucléaire, est-ce qu'on est uniquement dans le registre de la menace, ou est-ce qu'on est lucide sur l'escalade future si aucun camp ne lâche rien? On est toujours dans le principe de ce discours du choc et de l'effroi. Par nature, vous allez pousser, et c'est ce que l'on a dit, en laissant un flou. Le principe de la dissuasion nucléaire, c'est justement d'avoir un flou jusqu'à quel moment, enfin, sous votre contrôle général, mais à quel moment est-ce qu'on déclenchera ou à quel moment est-ce qu'on ne déclenchera pas. Il y a quelque chose aussi qui me semble intéressant de souligner, et là on est vraiment sur une approche en termes non seulement de communication, mais de relations internationales, c'est que les prises de parole du président Poutine récentes sur ce sujet-là, il est assez modéré dans ce qu'il entend. Par contre, vous allez avoir tout un premier cercle d'écho qui, là, est beaucoup plus dans de la gesticulation depuis 1 an, 2 ans, voire même depuis le début de la guerre. Comme Medvedev. Comme Medvedev, par exemple, on pourrait prendre différents organes de propagande, on pourrait prendre différents éléments. Ce que ça a pour effet, c'est de faire passer le président Poutine comme étant quelque part l'interlocuteur le plus modéré, le plus rationnel et le plus raisonnable, quelque part celui qu'il faut écouter si vous voulez justement éviter d'aller sur cet accroissement de la conflictualité. Alors, manipuler la menace nucléaire, là, on est effectivement sur un autre type d'arme, mais qui a la capacité
capacité potentielle d'emport. C'est une vieille histoire et à chaque fois que vous avez le Kremlin qui se trouve dans une position relativement inconfortable, on va jeter cette même vieille balle d'une des tours du Kremlin parce qu'elle a un effet qu'on comprend. Attention, je ne minimise pas l'objet, mais elle a un effet de... On s'arrête un petit peu, on fige, on reste là-dessus et ça laisse le temps de réfléchir. Et puis c'est un petit peu comme un prestidigitateur qui secoue la main droite et pendant ce temps-là, la main gauche fait à peu près ce qu'elle va vouloir.